Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pépinière pour le premier épisode de l'année 2026. Très bonne année à vous. Aujourd'hui nous revenons sur le terrain et plus précisément sur le banc de touche pour parler du métier d'entraîneur et du métier d'entraîneur face au football de 2025. Pour en parler, 3 personnes avec nous. Franck Mayungu, comment vas-tu ? Ça va, hein, tranquillement, ça va toi Nabil ? Ouais, écoute, ça va. T'as passé une bonne année ? Ça va, une bonne année ou un bon réveillon ? Un bon réveillon. Un bon réveillon, ouais, non, ça va, c'était calme. Ah ouais ? Je suis vieux maintenant, Francky, je peux plus me permettre de... Ouais, t'arrêtes, c'est bon, on n'a pas la quarantaine. Hein. Non, t'es fou. Encore là. Je peux me permettre, moi. Prendre 2 semaines de canapé si je fais des bêtises. C'est vrai. Gros bisous à ma femme. Gros big up à pas faire des Camélia. bêtises. Et toi, comment c'était ? Ouais. C'était la... T'en fais encore les frais le 3 janvier ou pas ? Ouais, c'est toujours compliqué, hein, tu sais, Wissem, les copains. On leur fait un bisou, ouais. Gros bisous, C'est une soirée qui ne finit jamais. Nico, les copains, quoi. Les copains, les auditeurs de la première heure, on les embrasse. Exactement, big up à eux. Avec nous, Bastien Morel, parce que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes en direct de Tours aujourd'hui. Le podcast Pépinière s'exporte. Bastien, comment vas-tu ? Salut Nabil, tu vas bien ? Écoute, ça va et toi ? Ça va. Pour la petite anecdote, on est à 500 mètres du stade où Poitiers est monté en N2. C'est vrai, un moment légendaire. Incroyable. On est Francky juste à côté. Là, un gros bisou à François Boucher du podcast qui en parle encore aujourd'hui. Exactement. Comme un des plus beaux moments de sa vie. Exactement. Pas une vidéo, mais ça mérite d'être... C'est vrai. Ouais, on parle encore aujourd'hui. Tu sais qu'il a une haine contre Montlouis, je me rappelle. Ouais, dès qu'on passe en voiture, dès qu'il y avait le panneau Montlouis, il devenait malade. Il avait les cheveux qui s'hérissaient. Non, il était mal poli. Mais tu sais qu'il avait déchiré son t-shirt et tout. Enfin, c'est moi qui l'ai déchiré. T'as déchiré le t-shirt de... Ouais. Parce que tu sais, sur la joie, l'excitation, ouais. L'excitation, paf, il déchire le t-shirt et tout, machin et tout. Bah ouais, putain, dernière minute et gros. Mais le scénario est fou, hein. T'étais au match, toi ? Ouais, on était au match. Bah, pour Montlouis, club formateur, on était pour Montlouis. On était un peu déçus, mais eux, ils étaient heureux. Eux, ils étaient... Je m'en rappelle, ils en parlent encore aujourd'hui. Franchement, le foot dans la Vienne, c'est dur. Hein. Si notre plus grande émotion de notre vie, c'est une montée en N2. En N2, ouais. Bah écoute, c'était un bon moment en tout cas. Non, c'était un bon moment. Un très bon. Je t'ai pas invité, mais c'était un bon moment. Et avec nous, une troisième personne, un invité, Alexis Vieux. Alexis, comment vas-tu ? Écoute, impeccable. Bonne année à vous tous, les gars. Ouais, bonne année à toi aussi, ouais. Alors toi, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ça veut dire tout le monde qui écoute le podcast. Écoute, moi je m'appelle Alexis Vieux, j'ai 30 ans et je suis professeur de PS, mais coach de la R1 de l'US Monnaie. Ok, trop bien. Depuis quand t'es prof ? Prof depuis 7 ans et coach à peu près depuis le même moment. Ça va, les élèves sont gentils. Oh, les élèves toujours. Quoi, t'es au lycée ou au collège ? C'est les joueurs les plus chiants. C'est vrai qu'on rappelle, ouais, Bastien, on l'a pas dit, mais Bastien est un joueur du club de Monnaie où Alexis entraîne. La thématique aujourd'hui, avant le petit instant promo que je vais faire après, c'est le métier d'entraîneur. Donc en 15 ans, le football a changé de rythme et de visage. Comment le métier d'entraîneur a évolué pour s'adapter au football de 2025 ? On va en parler avec Alexis, qui est entraîneur et qui se forme aussi au métier d'entraîneur, qui passe ses diplômes actuellement, ce qu'il va nous présenter. On va parler ensuite de l'adaptation de l'entraîneur au football 2025 par rapport à l'intensité, au rythme, aux joueurs, au caractère des joueurs qui peuvent être un peu starlets de temps en temps. On va aussi parler du coach moderne, comment les coachs travaillent avec les outils d'aujourd'hui, à savoir la data, comment ils fonctionnent avec des staffs un peu plus élargis, à des niveaux professionnels et pas forcément professionnels aussi. Petit instant promo les amis, comme je le répète toujours, cliquez. Suivez-nous sur tous les réseaux, toutes les plateformes, Instagram, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast. Nous comptabilisons 2 ou 3 écoutes. Merci à Jeff Bezos pour tout ce qu'il nous a fait. N'hésite pas à nous faire une pub. Alors on va partir sur la première partie, l'évolution du métier de coach. On sait qu'aujourd'hui, le coach doit s'adapter au jeu. Comment l'entraîneur a dû faire évoluer ses méthodes, sa vision et son rôle pour s'adapter à un football qui est toujours plus intense, à un football toujours plus physique, un football toujours plus rapide. Un coach doit être formé comme tous les métiers. Est-ce que vous pouvez nous parler, Francky, Alexis, vous, de la formation du coach en 2025 ? Comment vous vous préparez ? Par quel cursus vous passez pour être ce que vous êtes aujourd'hui ? Alexis ? Bah écoute, déjà, on va dire pour commencer, c'est que la formation, elle a pas mal évolué. Ça veut dire qu'il y a
on va dire, de plus en plus de rigueur sur les diplômes, de plus en plus de diplômes différents. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des CFF maintenant, ça veut dire des premiers diplômes d'initiation. Il y a des diplômes fédéraux qui viennent d'être créés. Il y a le BMF, donc brevet de moniteur de football, qui te permet de commencer à coacher en régional, qui a une équivalence UEFA. Et après, tu as, on va dire, les diplômes qui commencent à avoir une titre à finalité professionnelle, on va dire BEF. Donc là, ce qui te permet d'aller jusqu'en R1. Et après, DES, ce que je passe actuellement, pour aller au niveau national. Et les deux derniers qui sont formateurs ou BEPF pour entraîner jusqu'en Ligue 1. Et comment accéder à ces niveaux? Comment ça se passe le process? Moi, si demain je veux entraîner, comment ça se passe? Comment je rentre dans ce monde-là? Concours d'entrée avec un jury. Moi, j'ai été jury, par exemple, pour le BEF. Donc, en fait, tu arrives face à 2 jurys. T'as un écrit en Ligue du Centre. Nous, je sais qu'il y a ça. Ça veut dire que tu arrives, t'as une petite dissertation, un petit truc, un écrit de 40 minutes. Par exemple, c'est quoi les thématiques pour l'écrit? Comment faire performer ton équipe en R1. D'accord, ok. 40 minutes là-dessus, t'écris et tu dois donner tous les critères. Derrière, t'as un oral. Et en fonction de l'oral, t'as une note sur 60. Et en fonction du nombre de candidats, ils en sélectionnent une vingtaine, une trentaine. C'est un concours en fait, c'est pas si t'as la moyenne tu passes. Non, d'accord, ok. Concours. Et c'est selon les besoins de la ligue ou du district concerné. Il y a un prorata par ligue. Je sais que, si je dis pas de bêtises, on est à 24, je crois, ici. Et dans toutes les ligues, c'est 24. Et après, il y a un nombre de candidats qui rentrent en fonction... il y a un nombre de candidats au départ et il y en a 24 qui rentrent. Et en fonction des ligues, il y a plus ou moins de réussite parce que il y a des ligues où il y a 300 personnes qui viennent et des ligues où ils sont 40, quoi. Ah, c'est dingue. Toi, Francky, comment ça se passe au niveau de la Vienne? Moi, je suis au début, je suis au début du processus. Donc, moi, je suis en diplôme fédéral. Et là, c'est, y a pas vraiment de concours. Ok. Tu vois, c'est vraiment ceux qui se présentent. Il faut quand même il y a quand même un écrit à faire, il y a quand même... Il faut motiver ta demande, et ensuite, si jamais tu suis la formation, t'es exactement, d'office. Okay. Voilà. Il y a quand même des trucs à faire. Mais même au petit niveau, au petit diplôme que j'ai, faut faire quand même un écrit d'une vingtaine de pages, faut faire quand même présenter les matchs que t'as fait, les entraînements que t'as fait, il y a une évaluation de fin, enfin c'est quand même et ça c'est juste pour entraîner au niveau départemental, tu vois. Tu peux aller jusqu'en D1 avec ça? Au niveau senior? Ouais, D1 et il tolère jusqu'à R3. D'accord, ok. Voilà, il tolère jusqu'à R3 et ouais, c'est quand même, moi je me souviens que j'ai passé quand même pas mal d'heures à faire ce diplôme, c'est pas quelque chose de facile, tu vois. Ok. Toi, tu peux entraîner jusqu'à quel niveau là avec le diplôme que tu as actuellement? DES, ça te permet d'aller jusqu'en National 2 senior, okay. 17 NAS et 19 NAS sur les clubs pro et Ligue 1 en féminine. D'accord. Et le BEF, c'est plus ou moins que... Le BEF, c'est juste en dessous. Ok. Donc, ce qui permet d'aller en R1 senior. Et c'est quoi la prochaine étape pour toi après? Après le DES, il reste que 2 diplômes. Si on peut y aller, c'est au BEF, BE2F, pardon. Donc okay. Là, c'est formateur. Et BEPF, c'est le diplôme pro pour la Ligue 1. Ok, d'accord. Ok. Et toi, t'ambitionnes là à l'avenir de passer tous ces diplômes pour pouvoir entraîner au plus haut niveau. Comment ça se passe? Parce que moi, je sais que j'avais entendu, quand on écoute les différentes émissions, l'after, etc., que l'accès au coaching de haut niveau, c'est extrêmement compliqué. C'est verrouillé par les grands clubs, par les gens qui ont été pros avant. C'est très difficile parce qu'en fait, il y a beaucoup, comme tu dis, d'anciens pros qui exercent et qui ont une expérience de ce niveau-là. Et il y a beaucoup de clubs qui sont un peu frileux sur des éducateurs, sur des entraîneurs qui connaissent pas ce niveau-là parce qu'ils y ont pas joué. Et donc, du coup, qui ont un petit peu moins de légitimité sur ça, en fait. Mais moi, je trouve ça fou quand même que, encore aujourd'hui, tu sais, on se dit, ouais, lui, il a été pro, donc c'est un bon coach. Alors que quand on va au niveau, les coachs qui ont été des bons joueurs, c'est très rare en fait. C'était ma question, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir joué à un bon niveau et le fait de bien savoir entraîner? Est-ce qu'il y a un minimum à avoir? Mais à part Zidane qui a le même niveau de coach que de joueur, il faut encore jouer Zidane d'ailleurs, je vois. Ouais, oui, mais je vois pas. Je pense qu'il peut jouer à quel niveau Zidane aujourd'hui là, en vrai? En vrai de vrai, il a quand même 45 minutes. Zidane, il peut jouer même en Ligue des Champions. Non, j'ai un amour éternel pour Zizou. Non, mais en vrai de vrai, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense que R1,
pas sur 45 minutes, enfin pas sur 90 minutes, sur 45 minutes il peut jouer. Si on le met dans des chaussons, il joue pas un petit mi-temps en Ligue 1, un truc comme ça Non, pas en Ligue 1, non, Ligue 1, non, le rythme il est... Bah d'ailleurs on va en parler, mais enfin le rythme quand même en 20 ans il a changé quand même. Toi, Alexis, je crois. Non, moi je vais rebondir juste pour te dire que je pense d'avoir joué au haut niveau, c'est quand même un avantage. Ça veut dire que ça te fait pas tout et ça te garantit rien. Mais par contre, de connaître ce que c'est le monde pro, de connaître comment ça se passe dans un vestiaire, d'avoir, on va dire, cette expérience-là, c'est un gros avantage. Par contre, ça te garantit absolument rien. Parce qu'on entend souvent des gens dire, des joueurs pros qui sont critiqués par des journalistes ou autres, bah oui, ils connaissent pas le haut niveau, donc ils savent pas ce que c'est. Sauf que quand on regarde dans l'histoire des coachs comme Mourinho, on a eu Villas-Boas, Jardim, beaucoup des coachs portugais, même Arrigo Sacchi qui a jamais été professionnel. C'est des gens qui ont révolutionné le football. Et Bielsa aussi, ouais. Ouais, c'est quand même dingue. Ouais, toi, Bastien, qu'est-ce que t'en penses par rapport à tout ça? Ouais, ce que disait Alex aussi, le fait d'avoir joué au niveau, ça permet aussi d'avoir une crédibilité auprès de ton vestiaire, de pas arriver et ce soit beaucoup plus simple pour moi. Après, comme il a dit, ça a pas de finalité et voilà, et t'es pas, c'est pas parce que t'as été un bon joueur que t'es forcément un bon coach. Après, il y a des modes de coaching. Il y a des modèles de coaching aujourd'hui qui sont très basés sur l'expérience. Enfin, Zidane, par exemple, Ancelotti, bon, après, là, on parle du gratin, mais eux, je pense qu'ils coachent que via leur aura, via leur expérience passée. Non, mais dire que Zidane, il coach, même Ancelotti, que par leur aura. Facile, non? Ouais, c'est un peu facile, parce que, pour moi, tu gagnes pas, Ancelotti, je crois, il a, 5 Ligues des Champions. Ouais, 5. Ouais, il y a 5 Ligues des Champions, Zidane, il en a 3 d'affilée. Tu peux pas gagner des compétitions comme ça juste avec ton aura. C'est que derrière aussi, t'as un travail, il y a de la tactique, il y a quelque chose. Alors que ce soit pas des révolutionnaires du football, qu'ils ont pas inventé de tactique, de façon de jouer, ça je peux le reconnaître. Mais dire que c'est juste par l'aura, non, c'est un peu compliqué. Il y a toujours un débat éternel par rapport au métier de coach. Est-ce que pour rester dans l'histoire, il faut avoir fait évoluer le jeu? Par exemple, je sais que par exemple, on a des coachs comme Ancelotti ou Zidane qui n'ont pas fait forcément évoluer le métier de coach, contrairement à des Guardiola, contrairement à même des Klopp ou d'Arrigo Sacchi. Est-ce que tu penses que pour rester dans l'histoire, il faut avoir fait évoluer la fonction? Il y en a combien qui ont fait évoluer le foot en vrai? En vrai, si on prend Arrigo Sacchi, Pep Guardiola, Jürgen Klopp un peu, Elinho Herrera un peu avant, c'est pas énorme. Cruyff, voilà. Ouais, tu dois en citer 5. Honnêtement, des coachs qui révolutionnent le football, mais il y en a pas des masses, en fait. Je pense que ces coachs-là ont plus pas de valeur, mais ont plus laissent une empreinte plus importante. Toi, Alexis, qu'est-ce que t'en penses? Souvent, ceux qui ont révolutionné, ils ont, on va dire, ancré ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont gagné des titres avec. Ouais. Très souvent. Donc, en fait, les deux, ils vont ensemble parce que quelqu'un qui révolutionne le foot, ça veut dire qu'il met une méthode qui fonctionne. Parce que si elle a révolutionné, c'est que derrière, elle a été adoptée. En fait. Il date une époque, ouais. Et c'est qu'il a trouvé une méthodologie qui fonctionne. Donc, ça veut dire que souvent, il a gagné des titres. Il y en a qui arrivent à gagner des titres sans révolutionner. Donc, ceux-là, peut-être, resteront un petit peu moins dans l'histoire. Mais, la finalité, c'est toujours de gagner, on va dire. Peu importe la méthode. C'est qu'il y a des coachs comme Ancelotti qui avait dit, moi, je n'ai rien inventé par rapport au foot. Et pourtant, il a gagné partout où il est passé. Mais moi, je pense que un mec comme Ancelotti, il est sous-estimé parce que c'est le genre de coach qui, tout le monde dit c'est un manager, il invente rien tactiquement, juste il manage bien les joueurs, mais enfin quand tu regardes les équipes d'Ancelotti, c'est jamais des équipes qui ont. Alors peut-être le Real Madrid 2024 qui était pas beau à voir. Mais moi, je me rappelle du Real Madrid 2022, c'était plutôt agréable. Belle Ligue des Champions de l'histoire. Non, mais même le Milan, tu sais, le Milan de 2007, enfin, c'est des équipes qui jouaient quand même bien au football, tu vois. Mais moi, pour moi, la finalité, quand t'engages un entraîneur, c'est de gagner des titres. Enfin, aujourd'hui, t'es président, t'engages un coach, c'est pour gagner des titres. Alors après, s'il joue bien, tant mieux. Mais c'est quand même la finalité de la chose, c'est de gagner des titres et si l'entraîneur, il révolutionne pas le football, voilà, enfin, le but, c'est de gagner des titres moi, c'est. Mais toi qui joues, est-ce que, si t'as un entraîneur qui vous fait gagner, par contre, le jeu est pas hyper attrayant, tu prends pas forcément de plaisir. Toi, sur le terrain, comment tu te positionnes par rapport à ça?
Ah, ça dépend. Après, c'est toujours la même chose. C'est que oui, c'est sûr que il y a ce que tu développes sur le terrain et puis il y a les séances aussi. C'est sûr que si les séances sont pas folles, tu vas pas prendre de plaisir. Même le jeu en lui-même. Je sais pas s'il y a des joueurs qui sont très. Ouais, mais après au final, si tu remplis ton armoire de trophées et que moi je pense que c'est ça qui prime avant tout. Enfin, Vous qui coachez, Alexis, Franck, est-ce que vous faites passer le résultat avant la manière de jouer ou... En fait, non, on n'est pas dans la même logique parce que moi je suis avec des jeunes encore. Donc moi le résultat c'est pas la finalité. Je pense qu'Alex lui au niveau où il est en R1 t'as quand même des comptes à rendre. Ouais. Il faut quand même que t'aies des résultats. Bah à la fin de la saison, il y en a qui descendent et c'est ça. Ouais. Ça veut dire que si t'es dedans, c'est compliqué. Ouais. Et toi du coup qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que Pour moi, c'est ce que je dis à mes joueurs, c'est que le résultat, c'est ce qui arrive en dernier, qui est la conséquence de tout ce que tu as fait avant. Ça veut dire que si tu travailles bien avant, t'as de grandes chances d'avoir le résultat à la fin. Si t'as un contenu, si t'as développé des principes, si t'as développé une méthodologie de travail qui est cohérente, il y a de grandes chances qu'il y ait le résultat. Le résultat, malheureusement, tu peux jamais ce qui fait aussi la beauté du foot, c'est que tu sais jamais à l'avance. C'est-à-dire que les grandes équipes peuvent perdre contre une plus petite, il peut y avoir des surprises, tu peux perdre à domicile, tu peux les gagner à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui font que ce sport-là, il est intéressant, mais par contre, quand tu travailles de manière cohérente, peu importe ta façon de jouer, au bout d'un moment, tu récoltes un peu les fruits de ton travail. tu penses qu'en bossant bien et en cherchant l'efficacité et enfin l'efficacité, forcément le beau jeu, t'auras forcément des résultats qui viennent derrière? Ouais, après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode pour gagner, c'est ce qu'on disait, donc en fait, chacun a sa sensibilité sur le beau jeu, et ce que nous, on va dire, c'est un beau jeu, il y a un Anglais, il va te dire que ça, il aime pas, et il y a un Espagnol qui va te dire que ça, c'est catastrophique. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, et que, au final, si tu as de la cohérence dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, si tu le fais bien, à un moment donné, normalement, ça paye. Parlons de cohérence et parlons de recherche. La recherche de cohérence passe aussi par l'adaptation. Aujourd'hui, le métier d'entraîneur, on a tous à peu près le même âge. On a vu le foot évoluer de manière extrêmement importante sur les 15-20 dernières années. Avec l'arrivée de Guardiola, les réponses au jeu de Guardiola qui ont fait qu'aujourd'hui on a un jeu beaucoup plus direct, etc., avec du pressing contre pressing, font que l'entraîneur a dû s'adapter. Qu'est-ce qui pour vous, sur le banc et sur le terrain aussi, toi Bastien, caractérise le football 2025, et qu'est-ce que cela change par exemple pour un travail de coach pour des juniors et pas forcément pour des juniors? Francky, qu'est-ce que t'en penses toi? Le foot, franchement Parce que par rapport au moment où t'as commencé aujourd'hui, on n'est pas sur le même football. Non. Par exemple, je regardais un match là il y a pas longtemps, je regardais un match je crois que c'était la finale de 2007 entre le Milan et Liverpool. Ouais. Où c'était un jeu d'abord où tu sentais où les équipes elles étaient d'abord là pour pas prendre de but, tu vois. Où les défenses étaient très elles étaient regroupées, les attaques t'attaquais à 3 à 4 maximum. Et là en fait, on est parti dans un foot où, comme tu disais, c'est pressing, contre-pressing. Aujourd'hui, toutes les équipes jouent, franchement, honnêtement, de la même manière. C'est, on essaye d'aller chercher haut, on essaie d'aller presser l'adversaire, on essaie de les faire déjouer, et on essaie de jouer vite vers l'avant. Alors qu'avant, il y a 20 ans, 15 ans, t'avais encore des équipes qui jouaient avec un bloc bas, t'avais des équipes qui essayaient plus ou moins de jouer sans forcément sortir de derrière, tu vois. Mais il y avait des footballs qui étaient différents, tu vois. T'avais des styles qui étaient différents. Puis c'était par pays aussi, par région du monde. Exactement, il y avait des identités, il y avait des choses qui ressortaient, tu vois. Tu savais que quand t'étais en Espagne, il y avait une façon de jouer, en Italie, il y avait une façon de jouer. Aujourd'hui, franchement, honnêtement, il y a quasiment plus ça. Tout le monde joue alors peut-être aujourd'hui en Ligue des Champions, l'Atlético qui reste un peu un truc de terroristes. On a affaire sur un terrain de foot, ces gens-là. Je suis d'accord avec toi. À chaque fois, tu prends les effectifs et tu prends les joueurs. Il arrive à faire du caca signonné avec les joueurs. Encore cette année, l'effectif qu'il a. C'est terrible. Non, mais à chaque fois, horrible. C'est le mec le mieux payé d'Espagne, quasiment le mieux payé du monde sur le banc. Il prend 20 millions par an, le gars. Il prend 20 millions pour faire ça. Il prend 20 millions pour courir quand il marque un but. N'importe quoi. Moi, ce qui me fout en rogne avec ce mec-là, c'est que quand il faut jouer, quand il a un but de retard, et ben il se met à jouer. Et les équipes, elles commencent à bien jouer. Quand c'est le Real en face, il se met à jouer. Exactement. Non mais tout ça pour dire qu'en gros. Mais bref, c'était un coup de gueule pour. Mais t'as raison. Non mais avant, tu sais, t'avais des identités, tu vois, même par pays, machin et tout. Et aujourd'hui, toutes les équipes, elles jouent pareil. Elles jouent pareil. Si on se recentre un peu sur le sujet,
Toi, Alexis, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, toi qui as la trentaine, est-ce que le pressing est devenu non négociable? Est-ce que l'intensité prend le pas sur la technique? Toi, dans ton métier de coach, comment ça se matérialise? Moi, je pense que ce qui a le plus changé, c'est surtout l'aspect de remise en question, où tous les coachs maintenant vont échanger, vont se remettre en question, vont regarder ce qui se fait. C'est intéressant, ça. Et je pense que là-dessus, où c'est un point qui est important, et ce qu'on parlait un peu au départ, sur la formation. Tu trouves pas que les coachs aujourd'hui, moi je trouve qu'ils ont un ego qu'ils avaient pas avant? Genre, c'est moi qui dois être le truc central de l'équipe. J'ai l'impression que les coachs, ils ont la grosse tête aujourd'hui, tu vois. Pas forcément la grosse tête, mais à la fin, c'est eux qui sautent quand il y a une mauvaise décision, hein, que ce soit dans un club. Maintenant, t'arrives même en N3, en N2, il y a quelques mauvais résultats, ils vont pas virer les joueurs, ils vont pas virer le président, ils vont virer le coach. Et en fait, c'est lui qui, à la fin, qui décide qui prend les décisions et qui, à la fin, assumera justement ce qui s'est passé. Et là où je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est dans la formation française. Là-dessus, on commence, je trouve, à être très bon. Où dès le BEF, un diplôme qui te permet d'aller en R1, il y a des passages où tu passes 6 semaines dans ton institut régional. Et quand tu fais ton passage devant tout le monde, t'es filmé, t'as un micro-cravate, il y a une analyse réflexive là-dessus. Et en fait, qui te permet à chaque fois de remettre en question, de voir ce que t'as fait, de voir ce qui est correct, de voir ce qui est pas correct, de voir ce que tu peux améliorer. Et en fait, là, tu commences à tendre aussi vers une amélioration du coach, comme tu peux avoir avec les joueurs, là, ce qu'on parlera tout à l'heure, là, de l'utilisation de la vidéo. Et en fait, même pour le coach en formation, c'est utilisé aussi. Et donc, en fait, ça te permet d'améliorer ta façon d'entraîner de manière vraiment précise. Et là, je trouve que ça commence à être vraiment intéressant. Mais voilà, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que nos entraîneurs aujourd'hui sont beaucoup mieux formés qu'il y a 15-20 ans. Avant c'était un peu le foot à la papa, c'était genre putain, tu sais les Comboiré, les Gilo, Gilo, oh là là, les comment ça s'appelle René Girard. Oh là là. Champion de France, champion de France. Ouais, mais vas-y, mais champion de France parce il y avait rien à l'époque. Bah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi aujourd'hui quand je vois des mecs comme Pierre Sage, comme même Habib Bey, Senior qui va nous quitter bientôt peut-être. Apparemment, ouais, ça va faire mal pour notre Ligue 1, ça. Ouais. Et tu vois, des mecs comme ça, putain, il y a 10 ans, il y en avait pas, en fait, des mecs comme ça, tu vois. C'est vraiment, la réflexion, elle est beaucoup plus poussée, en fait. Là, quand on en rigole, mais avec René Girard, quand il était champion de France pendant 3 ans, il faisait la même et unique séance. Moi, je suis en formation, là, avec Geoffrey Dernis. Ah, je savais pas. Et il m'expliquait, il m'a dit, mais en fait, on faisait quasiment tout le temps la même chose. Pendant 3 ans. Mais ça fonctionnait à la fin. Oui. Et donc, du coup, à la fin, c'est ce qu'on disait, hein. C'est parce que prendre les du plaisir, c'est une bonne chose. J'ai l'impression, c'est une fois, alors les étoiles sont alignées. T'avais Giroud qui était fort, Belanda qui était fort. Et après, j'ai l'impression que, c'est, les étoiles s'alignent, mais je trouve ça terrible, hein. Bastien, t'avais une remarque. Ouais, moi je voulais juste prendre mon niveau mon niveau de joueur et en fait parler joueur amateur, hein, mais donner la comparaison avec un jeune coach comme j'ai cette année avec Alex et un coach que j'ai eu il y a quelques années, un peu plus ancien et qui avait aussi le DES, mais qui avait une méthode ancienne et comme vient de le dire Alex, en fait c'était un coach qui était fermé et qui avait qu'un seul schéma, c'était le 4-4 de Losange. Ok. C'était quelque chose qu'il maîtrisait très bien. C'est-à-dire qu'il a mis, c'était une année Covid, donc il a mis 1 an pour nous l'apprendre, et l'année d'après on est monté. Mais il n'y avait pas cette notion maintenant qu'on peut avoir de demi-espace, de contre-pressing. C'était quelque chose de très, on voyait que ces séances c'était toujours les mêmes, c'était toujours la même chose, mais c'était propre. Il n'y avait pas cette notion de nouveauté. Et en fait là, je pense qu'on est sur un tournant entre guillemets, parce qu'il y a des nouvelles générations de coachs qui arrivent, notamment vous deux, et il y a des coachs forcément qui se font un peu vieux et qui maintenant vont être un peu moins comment je pourrais dire qu'ils vont être un peu moins parce que les coachs à la papa ça disparaît un peu, voilà exactement. Pour avoir assisté à des échanges entre même Alex et Francky, je sais que Francky qui a un peu moins d'expérience qu'Alex demande des conseils, il y a des échanges sur des manières de réfléchir. J'ai l'impression que c'était pas forcément le cas avant. Il y avait non, mais là c'est impressionnant que nous on voit dans une poule de 14 en R1 tous les coachs on est en contact quasiment. Et c'est dingue, ça filme les matchs, ça se transmet, ça se donne des conseils, ça, franchement, tu vois les échanges et tu vois l'investissement des coachs, c'est pas le même qu'il y a, je pense, 15 ans au même niveau. Toi, Francky, un niveau plus junior, est-ce que c'est un échange entre les coachs de la région? Par exemple, nous, en 18 terrains, je suis en contact,
pas avec tout le monde parce que la région elle est grande, tu vois, mais c'est pas rare qu'un coach m'appelle, machin et tout, comment joue un tel. Moi je m'en fous de dire comment joue un tel, machin et tout, est-ce que t'as le match et tout. Moi je lui transmets les trucs, même je peux lui transmettre un match à moi, tu sais, tu vois, ça me dérange pas. Aussi parfois des coachs pour demander. Non, moi je suis moins dans cette démarche là. Ouais. Mais par contre je suis pas fermé quand un coach m'appelle. Je suis pas fermé, on discute, machin et tout. Mais j'aime bien aussi avoir des échanges avec les coachs adverses, tu vois, avant le match, après le match, comment lui il travaille, tu vois, j'aime bien avoir ça parce que en fait, on se nourrit de tout, tu vois. Des expériences, de tout ça, et je trouve que c'est hyper enrichissant, et on doit avoir cette ouverture là parce que aujourd'hui le football fait que on doit avoir cette ouverture. C'est une des qualités premières, hein. On disait tout à l'heure, on parlait de remise en question, mais la curiosité et l'ouverture d'esprit, c'est, on va dire, je pense, c'est maintenant même devenu la qualité numéro 1. Parce que ce qui fait aussi la force de maintenant et qu'il y avait peut-être pas il y a 15-20 ans, c'est que là, maintenant, t'as accès à absolument tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça soit les ouvrages, que ça soit un podcast, que ça soit les vidéos, que ça soit le contact que tu peux avoir. Il y a tout, il y a des sites, il y a des machins. Tu peux revoir tous les matchs hyper facilement, ouais. Exactement, tu sais, par exemple, aujourd'hui, enfin, il y a 10 ans, 15 ans, un match banal de U18 R1 ou U17, il était pas, enfin, il y avait personne qui filmait, tu vois, mais aujourd'hui, tu sais, tu peux avoir accès à tout ça, tu vois, et c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que si t'es un jeune coach et que t'as envie vraiment de réussir, au-delà de passer les diplômes, tu peux te former entre guillemets toi-même. C'est-à-dire que si tu vas potasser, si tu vas chercher sur internet, il y a beaucoup de choses, et c'est là que c'est intéressant aussi parce que tu peux acquérir des choses en plus en fait via ça. Ouais. T'as une richesse de ressources qui est innombrable. Après, ce qui va faire la force, c'est l'expérience que tu vas faire. Ça va pas être pris l'expérience. Ah, bien sûr. Puis il faut essayer, faut faire, faut réessayer à chaque fois, et c'est ça qui va te faire devenir compétent. Ok. Un petit dernier mot avant de passer à la deuxième partie, les amis, sur des coachs qui vous ont inspiré en 2 mots vraiment sur. Bon, je crois que toi, t'as Bielsa, on en parlera un peu plus tard. On va en parler plus tard. On en parlera un peu plus tard. Extraordinaire, c'est incroyable. Quand on parle du coach moderne, il y a la question de la spécialisation. Je sais qu'aujourd'hui, des gens ont des spécialités. Il y a plus des outils à disposition des coachs, la vidéo, la data, etc. La notion de staff qui n'existait pas avant, enfin des staffs vraiment élargis, pour répondre à une espèce d'exigence, à une espèce d'intensité du jeu. Pour vous, est-ce que la notion de staff, c'est quelque chose qui vous parle à des niveaux R1, à des niveaux juniors, et est-ce que c'est devenu indispensable pour vous de faire appel à des gens qui ont des spécialités au niveau de la vidéo, etc. Des coups, pas de coups de pied arrêtés. Enfin, je pense que vous avez pas ça à votre niveau, mais. Moi, je vais commencer. Pour moi, aujourd'hui dans le foot moderne, il est indispensable d'avoir un staff parce que là où il y a 20 ans. 25, peut-être plus 25 ans, où le coach, il était préparateur physique, préparateur mental, préparateur de tout, il avait peut-être un adjoint, tu vois, mais il faisait tout, tu vois. Aujourd'hui, dans le foot actuel, tu peux pas tout faire, c'est pas possible. Tu dois avoir mais alors à haut niveau, je parle, hein. Tu dois avoir au moins 2-3 adjoints. Même toi, à ton niveau, t'as quand même, toi, t'es accompagné d'Alex et Stéphane qu'on embrasse et que sur le podcast. Et j'ai un préparateur physique aussi. Donc en fait, on est 4 en fait. On est 4 sur la catégorie. C'est énorme. Alors que c'est énorme. C'est I18 R1, tu vois. Mais moi, je m'appuie sur ces compétences-là parce que je sais que je peux pas tout faire. Est-ce que tu arrives facilement à déléguer ou des fois t'aimes avoir un droit de regard sur Alors je regarde, bien sûr que je regarde tout, mais il faut vraiment moi je sais que par exemple, je sais que j'ai un déficit sur la partie tout ce qui est travail athlétique. J'ai pas été vraiment formé sur ça, j'ai une formation de base, tu vois. Aujourd'hui, mon préparateur physique, je sais qu'il est meilleur que moi. Je fais confiance à 100%. Tu vois, parce que ça fait partie du métier aujourd'hui d'avoir plusieurs personnes compétentes à des niveaux différents. Toi, Alex, est-ce que tu peux déléguer sans perdre le contrôle? Comment tu travailles toi concrètement? C'est exactement ce que tu as dit. Il faut arriver à déléguer mais sans perdre le contrôle. Ça veut dire que pour moi, t'es obligé d'avoir une base dans tous les domaines, que ce soit la prépa mentale, la prépa physique, d'avoir au moins une base sur ce que fait ton entraîneur des gardiens.
t'es obligé de maîtriser un minimum parce que quand tu vas monter un minimum en niveau, à la fin, c'est toi le seul et unique responsable. Donc ça veut dire que si t'as délégué et qu'il a pas fait correctement le travail, toi t'es censé savoir ce qu'il fait et t'es censé savoir si c'est fait de la bonne manière ou pas. Parce que c'est toi le responsable au final de. T'es l'unique du truc, responsable. ouais. T'es l'unique responsable. Donc ça veut dire qu'il faut Et puis, maîtriser. S'il y a un problème, vous êtes le premier fusible, vous. Bien sûr. C'est vous qu'on ira. Je trouve ça un peu dur d'ailleurs, parce que des fois, on parlera un peu plus tard de l'influence du coach sur le jeu, parce que des fois on dit ouais le coach est pas bon, mais de toute façon, qu'on en parle un peu maintenant, je sais que parfois on a des joueurs, un joueur rate un contrôle ou un joueur fait n'importe quoi dans un match. Le coach, c'est jamais lui qui court sur le terrain. Bah exactement, ouais. Et ouais, j'ai l'impression que le coach est un peu au centre de tout, tous les reproches. Je vois par exemple, moi qui suis un supporter du Real Madrid, je sais que Xabi Alonso a ses défauts, mais je sais que parfois on lui impute tous les maux de la terre, alors que si ton joueur est nul, s'il rate son contrôle, s'il revient pas, s'il fait pas sa course défensive, bah, et c'est toi qu'on critique. Ah non, mais et vous, comment vous vivez, vous pas, enfin, toi déjà en tant que joueur, Bastien, sur la responsabilisation des joueurs par rapport au coach et le coach en lui-même, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est important pour le coach de trouver des adjoints c'est important de trouver des bons adjoints, parce que, bah, ça peut arriver dans l'année que tu sois pas là, que tu sois en formation, que t'es quelqu'un que tu sois malade. Et en fait, quand c'est ces personnes-là qui prennent la suite, c'est important que ce soit des personnes déjà que t'aies confiance, mais surtout qu'ils aient des qualités et qu'ils savent prendre une séance. Parce qu'après, nous, les joueurs, le problème, c'est qu'on décroche très vite. C'est-à-dire que nous, on peut se retrouver, ah bah, c'est pas le coach, ah bah, du coup, bah voilà. T'as déjà ressenti ça personnellement, toi? Ah ouais, clairement. Tu dévalorises un peu, le discours de quelqu'un qui n'est pas forcément ton coach. Bah ouais, clairement. Et puis même, t'as pas la même, tu dégages pas la même envie, t'as pas la même implication. Alors que au final, tu sais très bien que ta séance, elle va être répétée au coach et que c'est comme s'il était là. Mais en fait, ça, je pense que c'est psychologique. Ouais, tu le calcules. Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément calculé, mais je trouve que ça, c'est important sur le choix d'un staff. Et puis maintenant, comme tu disais aussi, Francky, il y a tellement de domaines où que tu peux pas tout traiter tout seul. Et en plus, nous, à notre niveau, bah, c'est pas forcément notre métier numéro 1, c'est-à-dire qu'on peut pas y passer 55 heures par semaine à faire que ça, donc ça veut dire que forcément, il faut que t'aies des adjoints, il faut que t'aies du monde avec toi qui t'aide à bosser sur ces domaines-là. Vous, ça vous prend combien de temps pour préparer un match? Si vous avez un match, vous combien d'heures à peu près? Est-ce que vous arrivez à le quantifier ou pas forcément? Je sais que moi, Francky, pour être ami, quand je vais chez toi, une espèce de méga classeur avec des centaines de pages, etc. C'est un travail titanesque. Moi, je l'ai quantifié un peu. Je sais que ça me prend. Alors, pour préparer une séance, ça peut me prendre 1 heure. Okay. Mais vraiment, tu sais. Et en sachant que j'ai 4 séances par semaine. Et pour préparer un match, ça peut me prendre facile peut-être pas 3 heures. 2-3 heures. Ouais. Tu sais, entre les compos, le briefing d'avant-match. Ah, t'es que tu penses à ce que tu vas dire avant le match, c'est bien ça? sûr. Bien sûr. Quand vous l'écrivez, vous faites quoi? Genre, vous dites, t'as les grandes lignes et tu dis. Bien sûr. Alex, Ouais, moi aussi, c'est une catastrophe. Moi, je pense que je passe au moins 35 heures par semaine sur le foot. Sur le foot. Mais moi, j'avais quantifié 25 heures. Ouais, 25. Moi, ça a surpassé mon métier principal de prof de PS. Je passe plus de temps maintenant par rapport au foot que par rapport au temps de prof de PS. Ouais. Non mais vraiment parce que en fait ce que vous avez les amis là, il faut non mais en fait on s'en rend pas compte parce que c'est tu peux avoir tu peux faire une séance tu balances une séance aux joueurs avec des trucs de base machin et tout, tu fais une conserve, tu vas faire 100 têtes but, machin et tout, mais s'il y a pas de but derrière, en fait, tu vas aller nulle part. C'est que je pense que Alex et moi, on est dans une réflexion où si on fait quelque chose, on veut aller quelque part, okay. Tu vois, et donc en fait tout est pensé, chaque exercice, l'échauffement, tout ça, le programme d'entraînement, tout ça, il faut que tout soit cohérent parce que si c'est pas cohérent, derrière, en fait, en plus au niveau où il entraîne, où on entraîne, tu vois, donc c'est du R1. En face, les mecs, eux, ils sont prêts, tu vois. Donc si t'es pas prêt, donc ça sert à rien.
Et puis il y a aussi ce que vous devez rajouter aussi, en plus de préparer un entraînement, un match, il y a aussi là toute la partie un peu sociale où t'es obligé. Alors bien toi sûr, t'as des jeunes adultes, et Alex t'as des adultes, mais des jeunes enfants. mais moi je me souviens quand t'entraînais des plus jeunes, bah il faut que même toi tu vas les parents, tout ça. Et vous avez un rôle pour les jeunes. Je sais que t'es une figure d'autorité pour ces jeunes. Bah, en fait, si tu veux, moi je travaille dans le social, mais des fois j'ai l'impression de faire du social aussi, tu vois. Ouais. Par exemple, moi je suis en vacances depuis 2 semaines. J'ai toujours, tous les jours, j'ai un joueur qui m'appelle, ouais, machin, et c'est comment l'entraînement, et machin et tout, et gna gna gna. Tu sais, il y a toujours ça des te fait plaisir ou ça te saoule quand ils t'appellent? Ou tu dis ils sont investis ou tu te dis. En fait, ça dépend des moments. Ouais. Tu sais, il y a des moments où t'as envie de leur répondre, t'es machin et tout. Et il y a des fois, non, vas-y, flemme, tu sais, tu vois. Toi, Alex, l'aspect management, vraiment, en fait, après, toi, tu gères des adultes, ou des jeunes adultes, ou des adultes, mais, toi, l'aspect management d'hommes, comment ça se passe? Comment tu... Ah bah, je pense que c'est aussi quelque chose qui est des fois plus important que ce que tu vas faire sur le terrain. C'est-à-dire que ça te prend 50% du temps Ouais, sur la exactement. gestion Mais de groupe, les exactement. relations humaines. Tu t'en rends Et pas puis compte. c'est ce qui peut t'emmener en fait un groupe tout en haut, et c'est ce qui peut casser une équipe qui fonctionne bien et qui a des qualités sportives Exactement. importantes. gérer les égos, gérer les Mais trucs, gérer les contrariétés. Exactement, mais en fait, on s'en rend pas compte, mais même à ce En tant niveau-là. que joueur, on s'en rend pas compte. On se doute bien qu'il y a du boulot derrière. Mais moi, je donne juste mon avis, enfin mon point de vue en tant que joueur. Nous aussi, en tant que joueur, c'est important parce qu'en fait, il y a différents profils de joueurs. Il y a des joueurs qui vont apporter beaucoup d'importance à ce que l'entraîneur soit pas au petit soin pour eux, mais limite, soit le réconfort, qui disent ah bah là ça c'est bien ce que t'as fait. Ouais, exactement. T'en as qui sont pas comme ça, mais en fait, ce qui est dur dans votre métier, c'est qu'il faut s'adapter à tous les profils de joueurs que vous avez, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Exactement. Et en fait, tu peux pas manager un joueur B comme un joueur A, tu sais, tu vois. Le A, il a un caractère, il est comme ça, tu sais qu'il faut le prendre comme ça, et le B, il faut le prendre comme ça. Et là où avant, je pense, pour parler des entraîneurs d'avant, je pense que eux, ils en avaient rien à foutre. Ils en avaient rien à foutre. C'était comme ça. C'est très militaire dans la manière de... Exactement. Et que tu sois comme ça, et bah... Est-ce que c'est pas générationnel? Parce que, enfin, je prends Si, bah, si. un entraîneur bien sûr. comme José Mourinho, qui avant, en fait, avait des méthodes très dures, très Ouais. militaires, avec beaucoup de psychologie derrière. Mais en fait, un football un peu d'homme, etc. Et j'ai l'impression qu'il apparaît un peu déconnecté de la nouvelle génération. Voilà, la connaissance du jeu, elle est aussi importante, voire je la mets au même niveau que la connaissance de tes joueurs. En fait, ça veut dire que tu peux être très bon footballistiquement si tu connais pas tes joueurs, si tu sais pas comment parler, si tu sais pas comment les prendre, si tu sais pas comment les emmener là où tu veux aller. Vous, comment ça se passe quand tu recrutes un joueur? Tu fais un espèce d'entretien informel avec lui, tu prends un café pour voir un peu comment, quel homme c'est, comment il est entouré, etc. Je sais qu'au niveau des pros, ils font ça, mais à votre niveau aussi. Mais même à mon niveau, moi, les joueurs que j'ai recrutés cette année, il y a eu on va dire un entretien, alors c'est des jeunes, tu vois, t'as quel lycée, est-ce que t'as le permis, est-ce que t'as une meuf, mais vraiment, mais tu vois, pour savoir un peu comment, est-ce que tes parents sont divorcés. Tu parles aux parents machin, un peu ou pas aussi des fois? Ou pas trop? Non. Ok. Non, à mon niveau, C'est un très souhait peu. ou bien si un parent vient de parler, c'est avec plaisir ou bien tu veux quand même non, je mets de la distance entre les parents et moi. Ok, d'accord. Ouais, parce Donc, que on en parlera peut-être un autre jour, mais un peu le ouais, côté ouais, parce que non, la parce toxicité que des parents. Ouais, Toi, tu ouais, connais ouais, moins. Enfin, ouais. je peux t'entraîner des jeunes, donc c'est ce que c'est, mais Non, mais après moi, par exemple, je recrute un homme avant de recruter un joueur. Donc ça veut dire que c'est ça le plus important. À notre niveau, où c'est pas notre métier numéro 1, où les joueurs ils sont pas rémunérés, tu passes 3 séances plus un match 4 fois par semaine, tu passes beaucoup de temps ensemble. Bon, le plus important c'est les valeurs et les principes humains. Hein. C'est ça qui va être... C'est vrai, non, voilà, si ça passe pas, en fait, bah, à un moment donné, parce que, comme disait Alex, tu les as 4 à 5 fois par semaine, en fait, vous voyez tout le temps, tu vois. Et donc, si ça passe pas humainement, et à un moment donné, ça peut pas marcher. Donc, la relation humaine est, pour moi, limite plus importante que ce qu'il fait sur le terrain. Bah, tu peux facilement, je trouve, modifier les comportements ou les joueurs sur le terrain. Mais par contre, modifier les comportements de vie ou les principes de vie d'une personne, c'est beaucoup plus difficile. est-ce que vous avez déjà abandonné, genre un jour en disant, bah lui, genre j'en ferai rien, humainement, genre il est pas fait pour moi, ou bien vous avez toujours un espoir de dire je peux le changer, il peut fitter, etc. Moi, je trouve que tu peux changer un joueur sur un joueur qui va... Francky, t'as pas l'air d'accord, tu grimaces. Un joueur qui va pas défendre, tu vas pouvoir le faire défendre. Un joueur qui a des lacunes tactiques, techniques, tu peux modifier ça. Un joueur qui a un comportement ou qui a des
des traits de caractère, c'est beaucoup plus difficile à modifier. Exactement, ouais. Beaucoup plus. Exactement. Je suis d'accord avec Alex. Il faut une erreur parce qu'une erreur de casting sur un joueur. Bien sûr. Moi, ça m'est l'équipe. arrivé de dire que non, lui, en fait, non, flemme. Il vaut mieux un joueur moins, on va dire, efficace sur le terrain au départ, mais par contre, qui rentre bien dans un vestiaire plutôt que des fois. Évidemment. Oui, mais largement. Ouais. Ok. J'aimerais parler de quelque chose avant de passer à la partie historique. C'est la notion de data, de vidéo. Je sais que Bastien, c'est quelque chose qui te parle. Aujourd'hui, il faut optimiser un football à haute intensité. Pourquoi la data pour vous est devenue incontournable? Est-ce que le recours à la vidéo pour vous est devenu incontournable pour performer? Toi, je sais que Bastien, tu travailles avec Alex beaucoup sur la partie vidéo, tu me disais. Toi, comment ça se matérialise et à quel point c'est important pour vous? Est-ce que vous avez, à votre niveau, observé une amélioration significative du fait de l'utilisation de data ou de vidéo? Bah déjà depuis cette année on a la VO, donc ça veut dire qu'on filme nos matchs, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc là forcément déjà on voit Vous avez un caméraman, vous avez une caméra qui filme dans les... C'est une caméra, ouais. En fait, c'est une caméra sur un trépied et qu'on met à une hauteur et du coup ça te permet de filmer le match. Tout le match en grand angle par Exactement. D'accord. C'est ça, t'as le match. En fait, la caméra suit le ballon. Donc en fait, tu vois et donc en fait, ça nous permet vraiment là c'est une avancée, c'est une vraie avancée et en plus de ça, le club nous a permis de prendre une option un petit peu plus haute et on peut avoir par exemple le nombre de ballons touchés, on a quand même des stats, quand même des notions de data, même voilà. en R1 vous avez comme de la data qui vous permet d'optimiser la performance. Ah, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait la VO là, c'est cette marque là de caméra, elle est tellement maintenant développée en France que t'arrives sur des terrains de régional, voire des fois des équipes en D1, ça filme. Alors après la question maintenant c'est comment tu utilises ces images là, parce que tout le monde, je pense que filmer c'est à la portée maintenant de quasiment tout le monde. Maintenant d'utiliser les vidéos à bon escient pour les bonnes raisons et pour que ça impacte réellement ton équipe, ça c'est plus difficile. Ok. Francky, toi, à ton niveau. Bah nous on filme pas tous nos matchs parce que bon il y a beaucoup de catégories et tout ça. On va dire qu'on filme un match sur deux. Et comme disait Alex, en fait, ça dépend ce que tu fais de la vidéo, tu vois. Tu peux regarder un match, machin et tout, mais si t'en fais rien, derrière, en fait, ce sera pas efficient. Donc, moi, je sais que il m'arrive de re-regarder des matchs, le faire voir à mes joueurs. Mais est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas, parce que moi je sais que j'ai pas cette formation vidéo et je sais pas si je l'avoue, est-ce que c'est pour mes joueurs est-ce que tu penses qu'à terme, si jamais t'évolues dans ce métier d'entraîneur, est-ce que ce sera incontournable pour toi? Bien sûr, à un moment donné quand t'arrives à un certain niveau, c'est obligé. Faut pas dire que t'es pas convaincu, le mot est pas bon, mais t'es pas tu utilises pas le truc parce que peut-être qu'à votre niveau ou sur des jeunes c'est pas forcément efficace, ou comment ça? Si. Alors pour des jeunes si, parce qu'en fait les jeunes ils ont ce truc là, c'est que quand ils jouent ils ont pas la notion de comment on les voit jouer, tu vois. Et en fait quand on leur met face à leur jeu, des fois, ils ont des réactions, ils disent « Ah ouais, j'ai fait ça !» C'est comme quand on filme au Five. Moi, je me rappelle la première fois que je me voyais jouer au Five. Mais c'est ça, Mais on est lent. Franchement, mais je suis pas le joueur que je prétends. Exactement. Par contre, je me trouvais voluptueux dans le jeu. Et ça, j'étais un peu, je bougeais bien. Donc ça, j'étais content. Par contre, qu'est-ce que c'est long. Enfin, t'as l'impression que il y a une intensité folle, etc. Mais quand un joueur, il est là, et machin, il dit « Ouais, j'ai fait ça. » Et que tu lui montres à la vidéo, et en fait, il se dit... Ah ouais, mais putain, j'avais pas l'impression de ça. Ah bah en fait, la vidéo, là, le gros avantage, c'est que quand tu sors d'un match, il y en a 14 joueurs, 16 joueurs qui vont te raconter le match différemment. Exactement. La vidéo, ça te donne la vérité. Ça veut dire que c'est une donnée qui est objective, ça te donne les images, les faits, ce qui s'est réellement déroulé. Alors que des fois, tu sors d'un match, chacun va avoir un ressenti un peu différent, chacun, des fois, ressent le match, on va dire, de la même parfaitement, et t'as des joueurs qui ont un décalage, et même moi en tant que coach, il y a des matchs où je regarde et je me dis en fait c'est mieux que ce que je pensais, ou alors je me dis en fait c'est pire, et des fois même moi il y a un écart parce que quand on est sur le banc il y a les émotions, on est en train de réfléchir au changement, c'est ça. On fait focus sur un truc ou sur l'adversaire. Est-ce que tu penses que voir le match à hauteur de banc de touche ça rend l'analyse moins efficace? Parce que il y avait Luis Enrique. Vraiment je suis 100% d'accord avec ça. Moi, Luis Enrique
et la suspension de Paulo Fonseca avec Lyon, pour moi ça peut changer beaucoup de choses, puisque pour moi faire une mi-temps en haut et une mi-temps en bas ça peut être intéressant, mais ça pour moi c'est obligé de pouvoir regarder le match. En fait tu vois tout, mais moi par exemple sur mes matchs, nous on a une petite butte quand on joue à domicile, j'envoie toujours un de mes adjoints sur la butte. D'accord. Tu vois, première mi-temps. Et à chaque fois, moi, j'ai un ressenti. Et comme disait Alex, en fait, t'es dans les émotions, t'es dans les trucs. Et en fait, il y a des trucs que tu ne vois pas. Et il y a des fois, il me disait, mais non, mais attends. Moi, je voyais des trucs, il me disait, mais non, regarde. Tac, un tel, machin et tout. Et en fait, ça te paraît évident. Ouais. Une fois que lui te l'a dit, parce que il a cette hauteur-là, tu vois. Et je pense que l'avenir du coaching, ouais, il y aura c'est dans les adjoints carrément ou l'entraîneur c'est dans les tribunes. C'est dans les tribunes. Aujourd'hui, ils envoient toujours je pense que aujourd'hui les clubs, les pros, ils envoient des. C'est les analystes qui sont. Mais à terme, je pense que oui, un peu comme au rugby, il faudrait que les coachs soient en tribune. Et puis même à l'entraînement, en fait, ça se ressent quand à l'entraînement, tu arrives à te détacher un petit peu de ta situation, de ton entraînement, de ce qui se passe. En prenant de la hauteur, tu vois la réalité de ce qui est en train de se dérouler. C'est clair. Okay. Et juste pour conclure la partie vidéo sur le point de vue joueur, nous c'est quand même, enfin c'est top de pouvoir voir nos matchs, mais c'est qu'est-ce que t'en fais derrière, ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu prends que le positif pour le mettre sur TikTok, et moi je le dis, la nouvelle génération c'est ce qu'ils font. Si t'es pas capable d'analyser ce que tu fais, faut utiliser comme un outil qui permet d'optimiser la performance. Mais bien sûr. C'est un des éléments les plus importants pour pouvoir aussi valider ce que tu es en train de faire en tant que coach, de valider auprès des joueurs l'endroit où tu veux les emmener, et puis surtout c'est ta première, on va dire, pierre qui te permet de construire un petit peu l'endroit où tu veux aller et comment tu veux y aller. Et rapidement, qu'on parlait de recours à la data, toutes les nouvelles stats qui sortent, les expected goals, les expected saves, genre les passes qui cassent des lignes. Qu'est-ce que vous en pensez à votre niveau? Moi je suis un grand fan. Ah ouais. Les XG, les H, je suis un grand fan. Saves pour les gardiens. Moi c'est ma pourcentage de passes, les passes dans le dernier tiers, le truc, le machin. Enfin vous les coachs. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Non, j'ai du mal à passer le cap. Je pense que à un moment donné, il faudra passer le cap, mais tout ce qui est XG, tout ça, franchement, ça me casse les bonbons. Hein. Moi, je pense que c'est un élément supplémentaire pour, on va dire, prendre des décisions. Ça te permet d'avoir des éléments supplémentaires, en fait, des données en plus. Maintenant, je pense que tu peux pas te baser que sur ça. Si tu te bases que sur ça, tu perds. Ça peut être un outil comme un autre pour optimiser la performance. C'est que le foot, c'est pas du basket, en fait. Tu vois, c'est un sport où, alors les stats sont importantes, je suis d'accord avec toi, mais vraiment elles disent pas tout, tu vois. Mais eux vont te répondre qu'il y a des stats qui arrivent à tout dire. Je sais pas, par exemple tu dis l'expected goals, ok, peut-être c'est pas représentatif, mais des gens, t'as des passes qui vont casser des lignes, etc. Ils vont dire que il y a des stats pour quantifier ça. Après, le plus dur ces stats, c'est comment tu arrives jusque là. Ça veut dire que ça soit au départ, les premiers stats c'était le score. Ouais. Après tu vas avoir la possession, mais après tu vas avoir vraiment il y a les goals plus assists à chaque fois pour dire qu'un joueur a été bon cette année, il a fait genre alors que moi je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec Francky dans la mesure où des fois on peut pas observer et on peut pas critiquer la prestation d'un joueur sur la base de statistiques. Je sais que parfois il y a un joueur qui va faire un mouvement ou bien une orientation de passe qui est pas quantifiable par des statistiques, en fait qui va changer une action entière. Et c'est ça. Et en fait, moi je pense que le football ça reste encore un sport où la sensibilité est très importante. Le truc c'est que il y a des joueurs qui ont pas staté, tu sais tu vois leurs stats sur une saison, tu te dis ouais en fait pas ouf, tu vois. Mais par contre, quand tu les vois jouer sur le terrain, il y a un truc qui se passe qui fait que... Ouais, genre comment ils s'orientent, comment ils gagnent 3 secondes avec l'orientation de leur corps. Il y a des choses que tu peux pas mettre en stat, l'importance dans le vestiaire, tu vas voir, il y a le rôle dans la communication, tu vas avoir des joueurs, ils vont peut-être jouer une passe en arrière, mais au final, elle te fait plus progresser l'action que le mec qui va faire la passe en avant, mais vers ton latéral ou un truc comme ça. Et en fait, c'est là où la limite des stats, c'est aussi là que le coach, il doit avoir son mot à dire et qu'il doit être en capacité d'être... clairvoyant dans ses choix, et les stats c'est une donnée qui va l'aider à prendre les bonnes décisions. C'est ça. Tu vois un mec par exemple, j'aime bien cet exemple, un mec comme Riquelme, tu vois. Un mec il a pas forcément staté dans tu sais comme des mecs comme Iniesta en soi, genre où même Zidane si tu veux plus loin, tu vois. Mais c'est des mecs par contre,
Enfin, si on prenait que les stats, tu te dis, mais en fait, c'est pas des mecs extraordinaires. Mais par contre, quand tu les vois jouer, il y a pas de stats, il y a rien. Les stats, je sais que des fois ils arrivent à dire que ouais, Ramos c'est un grand défenseur parce qu'il a marqué tant de buts. Ouais. Machin, Non mais après c'est comment chacun voit la sensibilité. La sensibilité. Après, En fait, je trouve qu'à chaque fois, quand tu vas sur les réseaux sociaux, etc., ils disent ouais, tel mec il a fait tel stat, il a pas été. Ça, j'ai envie de dire, ça c'est la nouvelle génération. Ouais, mais après c'est à toi aussi. Les mecs qui sont nés dans les années 2000 là. Ouais. Ouais. Ah ouais, si, c'est. Il faudra faire une émission sur eux d'ailleurs. Ouais. Oh les boomers. On va bientôt s'attaquer à vous. On est venu en podcast, on a mal au dos, on fait le podcast, on critique les petits. On se remet pas de la soirée du 31. On devient un peu raciste. Non, c'est bien, c'est l'âge. Non mais par exemple Toulouse qui recrute 100% en data. Ouais. Ça c'est costaud. Ils Enfin, sont remontés en Ligue 1 grâce à ça, ils ont pas c'est vrai. et ils sortent des joueurs quand même qui Quand même, ils ont quand même des bons là. Ouais. Comment il s'appelle le mec qui mettait que des coups francs là? Van der Boomen. Van den Bomen. Van den Bomen, c'est ça. Et même Dalinga là, ils avaient recruté Dalinga qui avait mis. C'est vrai, ouais. Pour conclure, j'aimerais parler du foot de demain en une phrase parce qu'on est vraiment hyper en retard. Selon vous, 3, à quoi devra s'adapter l'entraîneur dans les prochaines années? À quoi va ressembler le foot de demain et comment l'entraîneur va répondre aux exigences du foot de demain? Vous pouvez dire que vous savez pas. Hein, si vous savez pas. Non. Moi, je pense que à terme, l'entraîneur sera dans les tribunes. Tu vois. Et on a des. Je pense qu'on est déjà dans le foot de demain avec des staffs. Tu sais, avant, t'avais 3 mecs avec toi. Aujourd'hui, t'en as 20. Je sais que t'as des entraîneurs, aujourd'hui, quand ils changent de club, ils partent avec 15 mecs. T'as le mec des coups de pied arrêtés, t'as le mec, t'as le mec des entraîneurs, des défenseurs. Bah, nous, on a eu au DS, on a eu un mec, Michael Campo, qui est venu et qui travaillait avec le rugby, et il nous expliquait que pendant les rassemblements, il y a 42 joueurs, ils sont 31 dans le staff. Ah et ouais. en fait, mais c'est ça, c'est ça aussi, au football américain aussi, genre ils sont quasiment autant dans les staffs pour un sport nul, hein. Ouais, je le dis, hein. C'est le sport le plus nul du monde, vraiment. Tellement nul. Mais vraiment, c'est naze. À l'époque, il y avait la mode où les gens, genre, ils se levaient la nuit pour regarder le Super Bowl. Mais c'est de la merde. C'était au Wallabies à Poitiers. On dit les trucs. Ils faisaient des soirées, t'avais des gens qui comprenaient rien en sport. Qui comprenaient rien en sport. Ils sont forcés, gros, ils sont forcés. J'ai jamais rien compris à ce sport. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Vraiment, c'est le sport, je pense, le plus nul du monde. Le baseball, c'est 100 fois pire. Avec le baseball, ouais. Enfin, ça se tape, tu vois, dans la relégation. C'est nul, frère. C'est nul. Après, tout ce que font les États-Unis, c'est ça, ouais, je pense. Oh là là, Nabil, oh là là là. Sportivement parlant. Oh là, Nabil, oh là là. Ils viennent de déloger le président du Venezuela, là, franchement. Mais non. Oh, ce matin, là, Maduro. Mais t'es conneries. Lui et sa femme. Pendant que tu dormais. Mais t'es conneries. Bombardement sur la capitale. Arrête. Et ouais. Et ils ont emprisonné lui et sa femme. Mais t'es conneries. Ouais, pour la chronique géopolitique de la Pépinière. La semaine prochaine va intervenir. Ouais, je te jure. Et eux, ils sont pas supprimés de tous les sports comme. Ils organisent la Coupe du Monde, là. C'est un autre sujet. On divague. Bon, les amis, foot de demain. Bastien récupère la patate chaude. Non, moi c'est comme Francky, les coachs en haut, un peu comme le rugby. Et puis bah moi pour encore plus de data, je pense, parce que on en trouve encore et encore. Donc il y en aura encore plus. Et puis bah il va falloir aussi s'adapter, je pense, parce que le foot va changer. Hein. Là, l'histoire du hors-jeu, l'histoire de la Coupe du Monde cet été avec les pauses là tous les quarts d'heure. Ça, moi je vous le dis, ça va finir comme on a déjà dit dans un précédent épisode, comme le basket. Ouais, les cartons, et ça en fait va falloir s'adapter pour les coachs. Hein. Donc moi je vois ça me fait mal au cœur, mais je pense que ça va être comme ça. Ah bah le football va devenir encore plus, doit devenir un spectacle. Donc vu que la plupart des revenus c'est sur les médias, donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Et puis là on commence à le voir déjà, mais je pense que le 1 contre 1 ça sera aussi le foot de demain. Ça veut dire que là sur tout le terrain ça défend 1 contre 1. C'est cette partie-là du foot moi qui évolue le plus. Ça, et je pense que là-dessus le foot de haut niveau va tendre vers du 1 contre 1 sur tout le terrain. Ouais, très intéressant ça. Ouais, Francky, tu fais la moue. Ah non, si. Non, de toute façon, on va parler de Bielsa tout à l'heure, mais c'était le premier à remettre ils ont tout trouvé. Passons à la partie historique, les amis, rapidement. Je vous ai demandé de me préparer un petit texte ou bien un coach, vous, qui vous a marqué. Et nous dire pourquoi, subjectivement, il vous a marqué.
Francky, est-ce que tu veux commencer? Je pense qu'on sait de qui tu vas parler. Oui, c'est Marcelo. Moi, la saison 2014-2015 de l'Olympique de Marseille, en fait, c'est ça qui m'a donné envie d'être coach, parce que ce coach-là m'a matrixé. Il est arrivé avec un système de jeu que personne ne connaissait, des principes de jeu, tout le monde disait que c'était un fou. Elle le coach, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Et très vite, il a réussi à avoir des résultats. Alors, il a été beaucoup critiqué à l'époque. Beaucoup, je me rappelle, sur RMC, Courbis, les machins, Pierre Ménez. Mais parce qu'en France, en fait, c'était un ovni, le mec. C'était un ovni, pour le foot français. Exactement. Et donc, tout le monde le prenait pour un fou, machin. Ouais, il connaît pas au foot, machin et tout. Mais au final, quand tu regardes la Ligue 1 d'aujourd'hui, alors, je dis pas que tous les coachs sont comme Bielsa, tu vois. Mais je pense qu'il y a eu un avant et un après Bielsa en Ligue 1. Il y a des entraîneurs qui se sont inspirés de lui. Ils ont pas tout pris, évidemment, parce que quand même le mec, c'est un autiste. Non, en vrai de vrai, c'est un autiste. Il y a des trucs où tu dis bon, quand même gros, doucement. Mais ils ont pris des parties de lui. Et quand tu vois un mec, par exemple, comme Gasperini, tu prends un mec comme Gasperini, mais en fait, ce qu'il fait, c'est à 80%, c'est du Bielsa, tu vois. Quand tu vois Guardiola, quand il dit que le mec qui l'a inspiré en grande partie, c'est Bielsa, c'est que ce mec-là, je pense qu'il avait des grandes idées, mais en fait, il était nul au niveau management. Tu vois, mais parce que ces équipes avaient une date de péremption, en effet. Ouais, et surtout que, enfin, il est spécial quand même. Ouais. Tu vois, le mec est spécial, tu vois. Donc bon. Mais tant qu'il t'a inspiré, c'est principal. Ah non, mais de fou. Ok. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alexis, toi, qui t'as choisi comme coach et pourquoi? Moi, j'ai pris Leonardo Jardim, un petit côté monégasque, mais surtout aussi sur le fait que il a un doctorat, Leonardo Jardim, sur du foot. Cursus scolaire. En fait, il a pas été pro et il a passé son UFA A, là, le plus haut diplôme, à 24 ans. Donc c'est le plus jeune portugais qui a eu ce diplôme-là. Et puis après, c'est surtout que lui, il a un truc qui est un peu atypique, c'est qu'il a coaché 1 an dans le hand, il a coaché 1 an une équipe féminine. Le hand? Ouais, je te jure. Mais non, et en fait, donc du coup, il a tous les aspects. Ça veut dire que pour moi, il a ce côté multisport où je trouve que c'est quelque chose qui amène aussi cette curiosité et une méthodologie de travail. Il a coaché en féminine et il disait qu'en fait, le défi humain, les relations sociales, c'est encore différent et ça l'a formé là-dessus. Il a été adjoint. Donc en fait, il sait aussi se mettre un peu plus en retrait, avoir un rôle qui est différent. Et vu qu'il a touché à tout, derrière, il a construit sa méthodologie. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il était à Monaco, où il a été... peut-être par le fait qu'il a fait ses études et qu'il a été scolaire, mais il a construit une équipe d'abord défensive. Et il arrive à Monaco, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a réduit le nombre de buts qu'ils ont encaissés, ils en ont pris 26, et il est allé construire une équipe de transition sur la deuxième année, et après derrière, il a construit une équipe qui a marqué 107 buts, qui a été championne de France devant le PSG, et qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a peut-être l'une des plus belles équipes de l'histoire du foot français, hein. Ah, puis... Le Monaco 2007, quand même, hein. 2017. Ouais, quand même. On lui a laissé le temps. Et ça, je pense qu'après, c'est ça la chose la plus importante, c'est que, au final, si t'as du temps, tu peux être cohérent et puis tu peux avancer. Et ce qui manque, on va dire, à tous les entraîneurs, même à n'importe quel niveau, c'est le temps. Ouais. Et c'est ça qui est un peu difficile et... C'est un peu le défi au Real Madrid en ce moment. C'est-à-dire, est-ce que tu laisses le temps à Xabi Alonso de faire ses preuves pour devenir l'entraîneur qui prétend être, ou bien tu le vires et tu retombes dans un cycle où moi je reste persuadé qu'il te faut du temps pour on voit être efficace. Des grands coachs, dernières années, je pense à Jürgen Klopp, quand il arrive à Liverpool, il galère pendant bien 2 ans, première saison il finit genre 8e, après il galère un peu et c'est devenu la meilleure équipe d'Europe à un moment. Et, bien sûr. Puis après Arteta en ce moment, Arsenal qui est en train de faire du Super Bowl. Bon, je sais pas si on est le champion, mais il a quand même eu le temps de faire ce qu'il avait fait. C'est ça. Et puis après, si tu peux être efficace sur court terme, mais ça veut dire que c'est une méthodologie de travail différente, c'est quelque chose qui est pas viable aussi sur le long terme derrière. Et après, un peu Mourinho, un peu dans le truc où en fait t'en demandes beaucoup de tes joueurs au début et j'aime Mourinho, il y a des cycles de 2-3 ans, pas plus.
Ouais, Après, et puis après, il t'as même laisse des coachs qui étaient en Ligue 1 là, qui venaient pour sauver le maintien. Ouais, tout à fait, ouais. Les Pascal Duprat qui venaient, qui avaient sur du court terme et qui arrivaient à être efficaces, Qu'est-ce que mais je qui vais par trouver, contre, lui tu pouvais pas continuer cette méthodologie-là sur 1 an ou 2 quoi. Franchement, leur histoire de discours, là, genre qui filme, là, genre. Quand il y a tout ça. Par contre, qu'est-ce que c'est ce multiplex est légendaire. Alors moi j'étais avec Yann Bodiger. Non, Je me rappelle, j'étais mais avec coup franc Babas. du gauche, là. Ouais, j'étais avec Babas et il avait kiffé Babas. Non, mais le discours. Je sens le petit Yann là. Non, mais ils ont fait tout le temps un foin sur le discours. Le lendemain, j'ai plus un. Ouais, pensez à vos familles, c'est bien fait. Il a dit ça. Quel génie. Je le sens bien, le petit Yann, je le sens bien. Du Ouais. tout, gros. Non, mais moi, tu sais quoi, moi, j'ai une théorie sur ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui le font, mais comme ça marche pas, tu sais, c'est pas diffusé. J'étais nul, franchement. Il a fait un discours, il a montré les photos, genre de la petite fille qui dit Ouais. Papa, faut gagner. C'est vraiment génial. Vas-y, c'est bon. Ils avaient pas repris pour le générique de la finale de la Coupe du Monde 2018. Je crois que de mémoire ils reprennent TF1, ils font le générique de lancement, etc. Ouais. pour faire la promo, et je crois qu'ils reprennent le passage de Pascal Duprat. Franchement, Ouais, je sais quel pas. nulard, franchement. Ouais, franchement, c'est pas. Bah, lui, pour le coup, c'est vraiment un coach qui m'a pas Par contre, inspiré. Ouais. Vraiment. Il avait mis beaucoup de pression à Daniel Riolo. C'est vrai. Place du Capitole, là, je m'en rappelle. En face du Amorino, là. Exactement. Alors lui, Babas, toi, qui as-tu choisi? Moi, je vais pas. Moi, je vais dire Guardiola, parce que Guardiola, c'est le coach. Mais ouais, parce qu'en fait, il se renouvelle sans cesse. Là encore à City, là cette année, il relance à 2, et puis après tout le reste, c'est non, honnêtement, moi je trouve, et puis il a inspiré tellement de coachs que. Il m'a gâché ma vie. Enfin ouais, Moi, voilà. Guardiola, il m'a gâché ma vie. Ah, puis même là, on se rend pas compte, il reste 10 ans dans un club. Là, c'est sa 10e année, c'est ça, non, à City, là? Il est arrivé en 2016. 16, c'est ça, toi, ça. sa 10e année. Enfin, il a entraîné dans les plus grands clubs, et puis il a inspiré, pour moi, énormément de coachs. Et après, plus maintenant, en Ligue 1, moi, j'aime beaucoup ce que fait Liam Rosseigneur. Vraiment, j'apprécie beaucoup, et ça me fait un peu de peine qu'il parte à Chelsea, mais on verra. non, mais ça c'est vrai. Ça. En tous les cas, il a dit qu'il pouvait pas garantir En tout cas, que ils ont viré Maresca, donc il pouvait pas garantir qu'il allait rester à Strasbourg, et moi je pense qu'il va partir, et on verra ce qu'il va faire à Chelsea, hein, on verra, mais ce qu'il fait en Ligue 1 et ce qu'il a fait depuis l'année dernière, c'est vraiment top. Ok, merci beaucoup les amis. On va passer à la partie quiz rapide, parce qu'on a quand même un peu débordé. Je vais vous poser une petite question. Quel est le point commun entre Kenny Dalglish, Vincent Kompany et Ruud Gullit? Pensez au thème de l'émission. Le point commun entre Kenny Dalglish, Vincent Kompany et Ruud Gullit. Bah, ils ont coaché et joué. Ouais, vas-y. Ils ont coaché et joué. Ils ont gagné la Ligue des Champions en tant que. Non. Non. Ils ont coaché et joué, ouais. Mais il y a une spécificité, ils ont coaché et joué. Vous étiez bien là, faut finir la phrase. C'est quoi, c'est le club du coup qui les... Non, c'est pas Ils ont été entraîneurs-joueurs. Exactement. Oh, c'est ils ont de la coaché merde, et ça. joué en même temps. Kenny Dalglish à Liverpool, Vincent Kompany à Anderlecht. Et Ruud Gullit à Chelsea. Je vais faire une petite aparté. C'est vraiment le pire truc à faire, ça. Entraîneur-joueur, c'est vraiment le truc qui pue du cul. Mais vraiment, tu peux pas être et joueur et entraîneur. Vraiment, c'est nul. Ah, ça a marché pour certains. Hein. Je dis que, après, c'était pas le même football, mais. Bah, qui Dalglish. Après, il a pris plusieurs frère, championnats, c'était- etc. Après, c'est années 80 en Angleterre, mais c'est pas le même football. Ok, on va passer sur quelques vrais ou faux. Alexis, vrai ou faux? Luis Felipe Scolari a entraîné plus de 18 équipes dans sa carrière. Vrai ou faux? Faux. Ouais, c'est vrai, il a entraîné plus de 20 équipes dans sa carrière. Beaucoup au Brésil, sur 3 continents différents. Il était champion du monde. Et ouais, je vais pas tout citer, mais alors Juventud Al-Shaba, Brasil des Palotas, Grêmio, Goiás. C'est bon. peu importe. C'est bon. Ok. Babas, vrai ou faux? Antoine Griezmann est le joueur le plus utilisé par Didier Deschamps dans toute sa carrière de coach. Ouais, vrai. C'était faux. On a des gens de Monaco, notamment. On a Evra, qui a entraîné à Monaco, et en équipe de France, qui a entraîné plus de 187 matchs. Et Mandanda aussi à Marseille. Ouais, t'as pas précisé Nabil aussi. Carrière de coach. Attention, si tu mets carrière de coach. si tu mets des pièges, ouais. Carrière de coach. Ouais, mais t'as pas étudié la question, c'est ça le truc. Francky, vrai ou faux?
Pep Guardiola a décidé de quitter Manchester City à la fin de la saison 2026 pour entraîner une équipe, l'équipe d'Espagne de nains, en hommage à Messi. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À chaque fois, j'en mets une, les gars. Allez les amis, pour finir, juste un petit, vous allez me citer sur la finale Ligue des Champions de 2011, considérée comme l'apothéose du jeu de Guardiola. Donc Manchester Barcelone 2011. Est-ce que vous pouvez me citer à tour de rôle un joueur ayant participé au match? Donc joueur et remplaçant. Que du côté Barça ou Tous. Ok. Chacun votre tour. Francky, tu commences. Alexis, tu commences. Messi. Messi. Iniesta. Rooney. Ouais. Xavi. Ouais. Oh, c'est Valdés au but. Ouais. Park. Tout à fait. Puyol. Puyol. Evra. Ouais, Evra. Vidic. Vidic. Ferdinand. Ferdinand aussi, ouais. Van der Sar. Ouais. Busquets. Ouais, Busquets. Pedro. Ouais, Pedro. David Villa. David Villa qui marque une super frappe en lucarne. Ouais, c'est vrai. Scholes. Oui. Paul Scholes qui rentre. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Giggs. Ryan Giggs, tout à fait. Oh, putain. Il y a Gary Neville ou pas, non? Putain. Putain, je suis fort. Moi, j'en ai un. Vas-y. Carrick. Michael Carrick, tout à fait. Alexis. Van Nistelrooy. Bon, ils sont Ouais, Beckham aussi. déjà mort à cette époque, Carrick qui pour finir, si tu veux gagner. Ouais, bien sûr, Rika Vidal. Eric Abidal. Ouais, il y avait, vous avez oublié, bon, Van der Dani Sar, Alves aussi. Dani Alves, il y avait Fabio du côté de Manchester, il y avait Evra, il y avait Carrick, Evra, je l'ai dit, Evra. Valencia, Javier Hernandez, Chicharito, qui était le 9. Et côté Barça, bon, après standard, hein, vous avez tous Mascherano, que vous n'avez pas dit, Piqué, et sinon c'était bon. Mais si, on l'a dit. Ouais. Ouais, mais si, vous avez dit, bah, écoutez les amis, merci. Finale à beaucoup. Wembley. Merci à tous, merci Alexis pour ton temps, c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci à vous. Écoutez les amis, on revient vers vous très très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas, cliquez les amis, cliquez, les choses arrivent fort. Cliquez. Les amis, au revoir. Merci Nabil. Allez, bonne soirée. Quoi? C'est bien Francky, bonne soirée, il va rester. Il a pas fini sa soirée de la veille, c'est bon ça. Allez à toutes les amis, bisous.